pour tout ce que vous faites pour le métier de journaliste. De la part de moi, tous les cinéastes iraniens, surtout tout ce que vous avez fait pour Kaveh Golestan, notre ami, et tous les autres journalistes que vous faites, nous vous remercions. La violence dans la politique internationale, de deux côtés, vous le voyez comment, M. Ménard? La violence, elle se déchaîne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on constate que pour les journalistes, mais dans le monde, les conflits aujourd'hui sont des conflits de plus en plus meurtriers. Des conflits de plus en plus meurtriers qui touchent de plus en plus les civils. Je vais vous donner un chiffre. Il y a 50 ans, dans une guerre, 90% des victimes, c'était des militaires et 10% des civils. C'est exactement l'inverse maintenant. 90% des victimes dans les conflits, c'est des civils. Des civils. Et parmi ces civils, des journalistes, des avocats, des contestataires. Ça, c'est la première chose. On le voit, je vais vous donner encore un deuxième chiffre. Il y a eu, pendant cette guerre en Irak, l'actuelle guerre en Irak, il y a eu près d'une soixantaine de journalistes tués en 2 ans. C'est autant qu'en 20 ans de guerre au Vietnam. C'est vous dire si la violence, elle est quelque chose qui a pris une ampleur incroyable. Ça, c'est dans les conflits armés. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une violence qui permet de régler des conflits dans des pays qui ne sont pas des pays en guerre. Aujourd'hui, on tue, alors dans le domaine que je connais, des journalistes, dans des pays où il n'y a pas la guerre. Simplement, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous êtes du côté du pouvoir, je vous tue pour vous faire taire. Et pourquoi il y a un développement comme ça de cette violence? Parce qu'il y a quelque chose qui est un phénomène mondial, c'est l'impunité. On peut, dans un certain nombre de pays, tuer un opposant, tuer quelqu'un qui vous conteste, tuer quelqu'un qui juste pose des questions dérangeantes, sans jamais rien risquer. Un dernier chiffre, il y a eu plus de 500 journalistes tués au cours de ces 10 dernières années dans le monde. Plus de 95%, dans plus de 95% de ces affaires, il y a eu impunité. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'on n'a pas trouvé les assassins, c'est qu'on les cherche même pas parce que ceux qui tuent, c'est ceux qui sont souvent proches du pouvoir. Ils ont déclaré une guerre contre le terrorisme, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi dans ce combat. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas réussi. Ce que je sais, c'est les dégâts de la lutte contre le terrorisme. Il faut évidemment lutter contre le terrorisme. Moi, je n'ai pas envie que mes enfants soient tués dans un attentat terroriste. Personne n'a envie de ça. Alors, il faut lutter contre le terrorisme, mais à quel prix? À quel prix? Vous savez, le terrorisme, il a, dans le domaine que je connais, les droits de l'homme, 3 conséquences désastreuses. La lutte contre le terrorisme, 3 conséquences désastreuses. Première conséquence, un certain nombre de régimes instrumentalisent la lutte contre le terrorisme en s'en prenant à tous leurs opposants. Je ne vais pas vous citer 50 exemples, mais par exemple en Chine, quand j'entends les autorités de Pékin dire on lutte contre les terroristes tibétains, attendez, il n'y a pas plus pacifiste qu'un Tibétain. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de terroristes tibétains. Quand je vois dans un autre pays comme la Tunisie, M. Ben Ali, le président tunisien, qui traite de terroristes tous ses opposants, même quand c'est des démocrates et tout, il a instrumentalisé la lutte nécessaire contre le terrorisme pour faire taire toutes leurs oppositions. Ça, c'est la première conséquence néfaste. Deuxième conséquence néfaste, les démocraties n'osent plus s'en prendre à un certain nombre de régimes parce qu'elles en ont besoin dans la lutte contre le terrorisme. L'exemple typique, c'est M. Poutine. M. Poutine n'est pas un démocrate. La Russie n'est pas une démocratie aujourd'hui. Sauf que les Occidentaux et les Américains, ils ont besoin de M. Poutine pour lutter contre le terrorisme. Donc ils ne vont plus rien dire à M. Poutine parce que comme on en a besoin, on ne va pas aller lui casser les pieds au même moment. Un autre exemple d'actualité, c'est l'Ouzbékistan. En Ouzbékistan, il y a une base américaine, donc les Américains qui disent qu'ils se battent pour la démocratie partout, y compris, on l'a vu en Ukraine, en Géorgie, où ils ont soutenu des mouvements contre les régimes en place, et ils ont eu raison. Là, d'un coup, en Ouzbékistan, ils disent rien, parce qu'ils se disent, on a besoin de l'Ouzbékistan, parce qu'on a une base militaire pour lutter contre le terrorisme en Afghanistan, donc on ne dit rien. Ça, c'est un travers de la lutte contre le terrorisme. Troisième problème, c'est dans nos propres démocraties, dans nos vieilles démocraties occidentales. Aujourd'hui, on voit un certain nombre de mesures prises par nos parlements qu'ils n'auraient jamais pris avant. Un exemple, c'est vrai qu'Internet est utilisé par les groupes terroristes. C'est vrai, c'est incontestable. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut surveiller toutes les communications sur Internet? Non.
Je veux dire, Internet, c'est aussi un instrument de liberté, un instrument d'information, et à ce titre-là, ça doit bénéficier d'une protection. Comme il faut lutter contre le terrorisme, on donne des coups de canif aux libertés. C'est ça que je constate malheureusement aujourd'hui. Mais je le répète, il faut lutter contre le terrorisme, c'est une obligation pour la sécurité de tous les citoyens, mais pas à n'importe quel prix. Il y a des Tchétchènes qui sont massacrés tous les jours. Alors la République islamique d'Iran, qui se prétend être sauveur des musulmans du monde, pourquoi ils ne défendent pas les Tchétchènes et il est à côté des Russes? Honnêtement, je ne sais pas. Mais je crois que la politique du pouvoir iranien, elle n'est pas dictée par des considérations humanitaires. Ça se saurait si c'était ça. Je ne m'en aperçois pas beaucoup. Je ne crois pas que les gens au pouvoir aujourd'hui à Téhéran, ils aient un vrai souci de l'avenir des musulmans dans le monde. Ils ont un vrai souci de leur propre avenir à la tête de l'Iran. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas vraiment un régime démocratique. C'est pas vraiment un régime qui se soucie des autres. Je veux dire, il y a une rhétorique en Iran, mais comme dans plein de pays, où il y a un gouffre entre la rhétorique, le discours tenu et la réalité. Aujourd'hui, les gens s'intéressent aux Tchétchènes et au soutien aux Tchétchènes quand ça les intéresse. Le peuple tchétchène, il s'en contrefout. Je veux dire, aujourd'hui, on voit comment les uns et les autres, dans tous les cas, ils instrumentalisent le malheur des gens quand ça leur est utile. Quand ça leur est pas utile, le malheur des gens, mais ils l'oublient. Après le 11 septembre, le monde a commencé à réagir, soi-disant, contre le terrorisme international. Et avant ça, pourtant, il y avait beaucoup de victimes. Jamais il n'y avait pas un combat international contre le terrorisme. Parce que les gens sont égoïstes, parce que les Occidentaux sont égoïstes, parce que tant que ça les touche pas eux-mêmes, le terrorisme, c'est pas très important quand c'est au bout du monde. Vous avez vu comment on peut traiter les différents conflits? Je vais vous donner un chiffre pour vous dire l'égoïsme des gens et le fait qu'on s'intéresse que quand c'est soi et quand on est menacé soi-même. Vous savez combien il y a de gens qui sont morts en République démocratique du Congo, vous savez, l'ex-Zaïre, en Afrique, entre 1998 et 2004? Il y a eu 3 millions de morts. Vous en avez beaucoup entendu parler, vous? Vous avez vu beaucoup de gens se mobiliser? Qu'est-ce que c'est cette violence? Imaginez qu'il y en ait un centième par ici, chez nous, mais le monde entier se mobiliserait. Mais la vie, elle n'a pas le même prix au fin fond de l'Afrique, en Occident et aux États-Unis. Évidemment pas. Et malheureusement, c'est ça. Ça veut dire que les gens vous disent il faut lutter contre les inégalités, il faut lutter contre le terrorisme, il faut lutter contre les violations des droits de l'homme. Mais les gens, ils ont, comment vous dire, des haut-le-cœur sélectifs. Quand c'est eux et leurs amis, ça les touche. Quand c'est ailleurs, mais ça les touche plus du tout. Moi, ce qui me tue dans ces affaires-là, ce qui me bouleverse dans ces affaires-là, c'est, comment vous dire, notre capacité à être schizophrène, c'est-à-dire à se révolter contre la violence qui vous est faite à vous et à se moquer éperdument de la violence qui est faite aux autres. Vous avez raison, le terrorisme, il n'a pas commencé le 11 septembre. C'est vrai que ce qui s'est passé au World Trade Center, c'est abominable. C'est terrible, c'est 3000 morts, c'est la plus grosse d'un coup affaire de terrorisme de toutes ces dernières années. Mais il y en a eu avant. Mais comment les gens se mobilisent avant? Ils ne se mobilisent pas. Écoutez, je peux vous citer ici des dizaines, des centaines d'actions terroristes sans que les gens aient levé, et en l'occurrence les Américains, aient levé le petit doigt. Mais évidemment, ça les touche et sur leur territoire, ça a changé la donne. Et quand ça change la donne pour les États-Unis ont une telle puissance que ça change la donne pour le monde entier. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça, malheureusement ou heureusement. Il y avait un plan déjà tracé par les Américains autour de l'ex-Union soviétique. Ils l'ont programmé, ils ont réussi, chute de côte terminée. Alors, en Amérique, avec la démocratie qui existe de temps en temps, le peuple peut s'exprimer, il peut intervenir. Alors est-ce que ce n'était pas un prétexte programmé, un scénario déjà écrit pour pouvoir entrer militairement dans le point chaud du monde, le pétrole? C'était pas plutôt un prétexte comme le programme de Saint-Hubert qui a pris quelques années. Nous allons
peut-être comprendre que c'était tout programmé pour que les Américains soient présents eux-mêmes militairement dans les quartiers chauds de pétrole. Je ne crois pas. Je ne pense pas ça. Je ne pense pas qu'il y ait une espèce de complot programmé et des arrière-pensées comme ça. Je pense que ce qui s'est passé le 11 septembre, ça a traumatisé réellement, profondément le peuple américain. Quand les gens pensent que Bush est un extrémiste et tout, Bush, il est surtout à l'image de ce que pense la majorité des Américains. C'est un pays démocratique. Bush, il est élu par les Américains et il pense et il représente ce que pensent aujourd'hui les Américains. Je crois que ce qui s'est passé le 11 septembre, c'est pour les États-Unis quelque chose qui fait basculer leur histoire. Alors qu'à partir de là, on utilise ça pour d'autres raisons, sur le pétrole et tout, peut-être, mais je ne crois pas du tout que ce soit l'explication. Je crois que l'explication par le pétrole, par les intérêts pétroliers, elle n'est pas une bonne explication. Je crois que la première explication, c'est ce que pense le peuple américain. La peur, ils ont décidé que ça ne se reproduirait pas, que leurs intérêts vitaux étaient en cause, et c'est d'abord ça. Il y a, avec la nouvelle administration américaine, là, une vraie volonté de sortir d'une situation où on laissait, en gros, le reste du monde se démerder comme il pouvait, pourvu qu'on ne touche pas à nos intérêts. Comme aujourd'hui, les Américains pensent que leurs intérêts, c'est le monde entier, ils interviennent dans le monde entier. L'explication par le pétrole, elle me semble honnêtement une explication largement fausse. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas des gens qui instrumentalisent le terrorisme pour faire des affaires. Non, qu'ensuite il se fait que ça corresponde en plus aux problèmes énergétiques américains, sûrement. Mais la première explication, elle n'est pas là. La première explication, elle est on veut éradiquer le terrorisme parce que pour la première fois on a été touché sur notre sol et on s'en donne les moyens. Et ils l'ont fait en Irak, ils le feront ailleurs. Le monde a basculé le 11 septembre. Monsieur Ménard, avec tous les progrès d'aujourd'hui concernant satellite, informatique et tout ça, ça fait des années qu'on cherche Ben Laden en Afghanistan. On ne le trouve pas et le prétexte d'attaquer l'Afghanistan, c'était l'arrestation de Ben Laden. Alors, cette histoire d'arrestation de Ben Laden, est-ce que ce n'est pas un prétexte, histoire de Ben Laden, est-ce que ce n'est pas un prétexte pour rester aussi dans les quartiers, puisque trouver Ben Laden avec toutes les informations qu'aujourd'hui on peut en avoir, c'était tellement facile de l'arrêter, de le trouver. Si les Américains pouvaient trouver Ben Laden, ils le trouveraient. Vous savez, M. Bush, sur la scène nationale, vis-à-vis de son opinion publique, arrêter Ben Laden, ce serait quelque chose qui lui donnerait une popularité incroyable. Je crois malheureusement que ça montre les limites, y compris de toute cette technologie. Je ne crois pas que les satellites, l'informatique, le développement de la communication et tout, ça règle des problèmes aussi simples qui paraissent aussi simples que l'arrestation de quelqu'un dans des zones tribales, s'il est là, à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Non, je crois réellement qu'il y a cette volonté-là. Je ne crois pas que ce soit des prétextes. Je ne crois pas que les Américains ils aient pour vocation de rester à l'extérieur dans tout un tas de pays. Quel intérêt de contrôler l'Afghanistan? Honnêtement, c'est pas... Oui, dans la lutte contre peut-être la drogue. Mais, vous savez que la richesse c'est français, monsieur. Oui, bon. Oui, bon, enfin, moi, honnêtement, oui, je crois pas à ça. Je crois pas à ces logiques économiques. Je crois que dans l'affaire du terrorisme, on est sur d'autres logiques économiques. On est sur une logique politique. Qu'elle prime l'économie, que c'est une vision marxisante de croire qu'il y a toujours des explications matérielles pour un certain nombre d'actions. Non, aujourd'hui, il y a un basculement de l'opinion publique aux États-Unis, dont M. Bush est le témoin, dont M. Bush est le signe, dont M. Bush est la conséquence, qui fait d'un pays qui veut intervenir sur la scène mondiale pour assurer sa propre sécurité et qui est prêt à le faire jusqu'au bout. Mais tout simplement parce que le poids de la France a diminué. Parce que la France est plus une grande puissance, parce que la France, elle est encore sur la scène internationale, parce que elle a un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais quand il va être élargi, et il sera élargi à d'autres pays, la place de la France sera moins importante.
parce que on a peut-être, je sais pas, une classe politique qui est moins sensible à ces questions-là, parce que pour être une grande puissance, il faut avoir des moyens, y compris des moyens financiers, que la France n'est plus la superpuissance, que le monde a changé, que peut-être la France n'a pas su s'adapter à ça. Moi, je suis toujours sidéré à la fois par les traditions françaises, et je suis fier de ces traditions, par les discours français, et c'est vrai que souvent le discours français, des hommes politiques français, il a une vraie qualité, et par la réalité de l'intérieur de la France. Il faut que ça change, mais la France, et le dernier référendum où on a vu refuser à parler français, c'est le signe d'un pays qui se recroqueville sur lui-même. C'est un pays qui régresse plutôt qu'un pays qui avance, malheureusement, et je le regrette tous les jours. Monsieur Ménard, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et je me sauve parce que je suis très content. Comme ça, on va vous voir en Iran, c'est-à-dire pour la première fois, Robert Ménard, les Iraniens ils vont le voir. Thank you. گفتگوهای تاریخی سیاوش اوستا با شخصیت‌های ایران و جهان، رئیس جمهور، نخست وزیران، وزرا و سناتورهای فرانسوی، نخستین زن فضانورد جهان، رئیس جمهور پرتغال، دبیرکل یونسکو، فرزند فیدل کاسترو، عزیز نسیم، مهندس بازرگان، داریوش فروهر، محمد علی فردین، آذر شیوا، شیخ علی تهرانی، خواهر سید علی خامنه‌ای، فرزند خمینی، آیت الله منتظری، شار آزناور، فرهاد، اکبر گلپایگانی، دکتر کوروش آریامنش، دکتر ابراهیم یزدی، ژنرال هانری پاریس، ژوزه بووه، آری بن مناشه مشاور امنیتی نخست وزیر اسرائیل، روژ اغنو، پیر مقیون، رئیس سازمان ضد جاسوسی فرانسه، مارشال منش، هنرپیشه هالیوود، روبرت منار، دبیرکل گزارشگران بدون مرز، پیر هانری، دبیرکل فرانس تق دازی، هوشنگ سیهون، ژنرال لبت، دانیل ژولان و ده‌ها هنرمند و شخصیت فرهنگی علمی سیاسی جهان. بخشی از این گفتگوها به زبانهای پارسی و یا فرانسوی در دسترس شماست. برای تهیه آنها با ما تماس بگیرید. سالنامه‌های 7000 ساله آریای میترایی از 10 سال پیش در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. هم میهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدن‌های دیگر بنازند، اما چرا تاریخ غارت و چپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران، از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. چاپ چهارم آیین اوستا، جهان آریایی با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن با افزوده‌های بسیار به بازار آمد. 70مین اثر سیاوش اوستا، یکی از پرکارترین نویسندگان سرزمین ما و پیشگام روشنگری و خردورزی و خرافه ستیزی. برای چاپ جدید آیین اوستا 18 نفر از فرهیختگان و اندیشمندان جهان آریایی پیش درآمد نوشتند. در چاپ تازه آیین اوستا متن کامل گاته‌های زرتشت نیز آمده است. در بخشی از آیین اوستا 14 نیایش اوستایی با نگارشی شیوا و دلنشین برای پیوند ما با اهورامزدا، خداوند دانایی و توانایی به چشم می‌خورد. اندیشمندان جهان درباره زرتشت چه میگویند؟ برگرفته های آیین های دیگر جهان از اوستا. ساختن دانشکده پزشکی ایرانی در مصر. آموزش پزشکی و داروسازی عیسی مسیح در ایران. کشفیات تازه از تمدن 7000 ساله در جیرفت، شهر سوخته سیستان و سیلک کاشان، شهر ری، شوش و پامیر تاجیکستان و معنی نام‌های تازی رایج در ایران.
اخلالگری های ایرانیان در اسلام، چرا ایرانیان هرگز مسلمان نشدند و مطالب تاریخی از فرهنگ و تمدن کهن.